Bonjour à tous, Vanessa, avocate et maman d'une petite fille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau droit qui est instauré au profit des enfants, celui d'avoir un avocat. Alors, tous les enfants n'ont pas ce droit et on retrouve ici cette fameuse notion de discernement. Un enfant qui n'a pas de discernement est privé de sa capacité d'avoir le droit à un avocat. À partir du moment où il a l'âge de discernement, il a non seulement le droit à un avocat, mais il a même le droit de le choisir. Mais au fait, c'est quoi un avocat? Alors les enfants, c'est quoi un avocat? Bah oui, un avocat c'est d'abord un fruit ou un légume. En soi, un avocat, c'est un fruit comme ça, dont le noyau est comme ça, et si vous voulez, on pourra même le faire pousser. Et si je le coupe en deux, mon avocat, il est comme ça. Ça vous dit les enfants? On va manger de l'avocat? Il est mignon. Oh les enfants, c'est du n'importe quoi. Hein, on va lui couper les cheveux en quatre parce qu'elle a rien compris. Un avocat, c'est un fruit. Ouais. Mais la question n'est pas là. On vous parle pas de l'avocat qui se mange. On vous parle de l'avocat qui vous mange. Alors, plus sérieusement, un avocat, c'est quelqu'un qui a fait des études de droit, donc qui a 5 ans de droit et qui va aller à l'école des avocats. On va définir ça comme une personne qui est inscrite au barreau, qui conseille, assiste et représente ses clients en justice. Alors, ça fait beaucoup de mots. Un barreau, c'est quoi? Chaque grande ville a un tribunal et dans ce tribunal, il y a un barreau, c'est-à-dire le regroupement des avocats avec un chef qui nous règle et qui vérifie qu'on respecte notre déontologie, parce que pour être avocat, on va prêter serment. Et donc, on a deux types de missions qui sont d'abord le conseil et ensuite la défense. Alors, la défense, quand on dit qu'on assiste notre client, c'est parce qu'on est présent à ses côtés. Et quand on va le représenter, ça veut dire que le client ne sera pas là et qu'on parlera en ses lieux et places. Donc, un avocat, c'est d'abord quelqu'un qui est libre et qui est responsable, dont le fondement, c'est la confidentialité et donc du coup, le rapport de confiance avec son client. En tant qu'avocat, quand on assiste ou représente les personnes devant les juridictions, tribunaux, administratifs ou judiciaires, on porte tous la robe. C'est un symbole d'égalité entre nous tous parce que nous avons tous prêté le même serment. Ce serment, il date de Badinter en 1982, celui qu'on prête aujourd'hui, par lequel on va lever la main, en référence pour le coup à l'origine religieuse de la profession, puisque l'allégeance au pouvoir religieux, après au pouvoir politique, et aujourd'hui nous sommes libres et indépendants, fiers de l'être, de cette liberté de parole, liberté entière et totale. Donc notre serment, c'est de dire que je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Ce sont les 4 qualités de l'avocat, qui fait que si on n'est pas compétent, on doit réorienter le client. Si humainement, on n'est pas capable de défendre une personne, ça peut arriver, on peut exercer notre clause de conscience. On doit rester digne, c'est-à-dire que moi, je tellement chewing-gum devant les magistrats, c'est un peu manque de respect, on ne vient pas avec la casquette à l'envers. Et dans certaines juridictions, on va même refuser les nu-pieds, ce qui peut poser des problèmes quand il fait 50 degrés et que le tribunal n'est pas climatisé. L'avocat va avoir une appréciation sur la stratégie, les modalités de défense à mettre en place avec son client toujours. Ce serment est une vraie révolution puisque à l'époque napoléonienne, justement, Napoléon n'aimait pas trop les avocats. La Révolution avait banni les avocats, il a fallu les réinstaurer parce que la justice sans avocat, c'est pas la justice. Et du coup, il y avait ce fameux serment qui disait surtout que les avocats avaient une allégeance politique et du coup, ils devaient respecter les tribunaux, l'autorité publique, les règles des bonnes mœurs et ne pas agir de manière contraire aux lois et aux règlements, bon, très bien, et ne pas porter atteinte à la sûreté de l'État et à la paix publique. Et on n'avait pas le droit de publier des choses ou des documents qui soient contraires aux idées politiques. Et chaque année, on devait renouveler
ce serment d'allégeance. Donc ça a été supprimé, hein, et aujourd'hui on est totalement libre et indépendant, mais ça veut dire aussi qu'un avocat est responsable et que si un avocat fait mal son travail, eh ben, on peut venir le lui reprocher devant justement le bâtonnier qui est le chef du barreau dont je vous ai parlé. Alors juste un petit descriptif, on est presque tous égaux, donc ça s'appelle le rabat. On a la robe d'avocat. On va en porter entre 2 et 3 dans notre vie d'avocat. Et donc, nous avons l'épitoge. Alors, 2 franges, pour dire que nous avons 7 ans d'études. Hein. Il peut y en avoir une 3e quand on est docteur en droit. L'usage veut qu'on ne la porte pas en audience. On va plutôt la porter lorsqu'il y a des cérémonies, pour ne pas briser cette règle d'égalité. Cette bande blanche, c'est l'hermine. Alors, c'est plus de l'hermine, hein, c'est de la peau de lapin maintenant. Il faut savoir que les Parisiens, qui représentent 50% des avocats de France, ne portent pas l'hermine. C'est comme ça qu'on sait que cet avocat-là, il est de Paris. Et tous les autres, donc les 50 autres pourcents, on a cette hermine qui fait que nous sommes des avocats de province et que face aux bâtonniers de Paris, vous avez le représentant de la conférence des bâtonniers, donc qui est la réunion de tous les autres barreaux de France. Il y a 186 tribunaux, 186 barreaux. Donc vous voyez, ça fait de la place pour la discussion. Dites, moi je peux être avocat pour les enfants, juste avocat pour les enfants parce que moi l'humanité, tout ça, chacun ses problèmes, hein, moi ça j'ai déjà les miens, alors m'occuper des autres. Bon, je sais que tous les avocats, ils sont pas impliqués pareil dans les dossiers, hein. Mais moi je serais super impliquée en étant avocat d'enfants. Bon, d'accord, il faut faire du droit. Mais on peut faire d'autres choses, parler avec les petits-enfants, leur expliquer tout ce que les parents ont droit de leur faire. Voyez, les bonnes éducations, moi je pourrais porter leur voix. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux pas faire une petite passerelle. Je sais qu'il en existe, les hommes politiques, ils aiment bien devenir par la suite des avocats. Non, vous voulez pas me confier vos enfants? Je vous assure, avec moi, ils vont avoir les bonnes valeurs. لا بدي اشتكي على اهلي هم خلفوني. Le rôle de l'avocat d'enfant va être différent selon le juge vers lequel on va se tourner. 3 cas. Le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et évidemment le tribunal correctionnel. Donc, devant le juge des enfants, normalement c'est le bâtonnier qui va, à la demande du juge, désigner un avocat pour l'enfant d'après l'article 375-1 du Code civil. On a quand même l'article 1186 du Code de procédure civile qui n'est pas appliqué, mais qui dit que le mineur a le droit de choisir lui-même son avocat dès lors qu'il est capable de discernement. L'avocat pourrait également être choisi par les parents ou le tuteur. Est-ce que ça pourrait être par un seul des conjoints? A priori, ça pourrait être le cas. Le problème, c'est que souvent, les juges n'apprécient pas. Pourquoi? Parce que on considère qu'il y a un risque de partialité. Si un parent prend un avocat, alors même qu'il y a conflit ou violence conjugale, puisqu'on a vu que conflit et violence conjugale étaient complètement différents. Devant le juge des enfants, on a cette possibilité. Sachant que le juge doit entendre l'enfant nécessairement dans la procédure qu'il concerne, dès lors qu'il est capable de discernement. Devant le juge aux affaires familiales, c'est l'article 388-1 du Code civil et l'article 338-1 du Code de procédure civile qui nous disent que l'enfant a le droit à être assisté par un avocat. Et l'article 338-7, toujours du Code de procédure civile, qui est là encore très souvent oublié, dit que c'est le mineur lui-même qui peut choisir son avocat. Et l'article 19 du Code de procédure civile nous dit qu'on a le libre choix de l'avocat. Donc un enfant capable de discernement, on l'a vu, normalement c'est à partir de 7 ans. Comment vous dire que les juges apprécient pas du tout, hein? Parce que rarement un enfant va se présenter tout seul, coucou, c'est moi. Cette notion de discernement, elle apparaît où? Elle apparaît nulle part dans la loi. La loi, elle nous dit à chaque fois, le mineur peut choisir son avocat, sinon c'est le juge qui demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Alors d'où vient cette notion de discernement? C'est la Cour de cassation qui nous dit un enfant qui n'a pas de discernement suffisant ne peut pas avoir le droit à un avocat, incapacité de jouissance.
Sauf que le problème, c'est que c'est pas la loi qui le dit, et puis c'est même un peu contraire à l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une jurisprudence, ça s'appelle une jurisprudence quand la Cour de cassation pose un grand principe comme ça, mais c'est aussi le travail de l'avocat de venir bousculer un petit peu tout ça. Et notamment, un des grands axes, c'est que la Cour de cassation n'a pas dit qui devait apprécier la capacité de discernement. Est-ce que c'est le juge ? Le juge, il y connaît pas grand-chose. Est-ce que c'est l'avocat ? Un avocat d'enfant, c'est pareil, on va être un petit peu limité, puisque ce sont d'abord et avant tout des juristes. Donc, on va s'en référer aux psychologues, aux médecins, à des analyses. Est-ce que l'enfant est capable de discernement ? On a vu, définition du défenseur des droits de l'homme, 3 critères, comprendre ce qui se passe, les enjeux de la situation sur la vie de l'enfant, et quels sont ses désirs. À partir de ce moment-là, on devrait pouvoir permettre à un enfant de choisir son avocat. On revient à cette notion d'enfant. C'est quoi l'enfant ? L'enfant, c'est ceux qui ne parlent pas encore et qui ont moins de 7 ans pour, dans la réalité pratico-pratique. Eux, on considère que ils n'ont pas accès au langage. Sauf qu'on l'a vu depuis des années, tout est langage chez un petit enfant. Et d'ailleurs, la principale preuve que nous avons, c'est que on peut signer avec bébé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui apprendre le langage des signes. Et dès les premiers mois de sa vie, un enfant va être capable de nous dire que sa couche est mouillée, qu'il a soif, qu'il a envie d'un gâteau, qu'il a sommeil, tout un tas qu'il a besoin de prendre son bain, qu'il a envie d'aller par terre et de jouer. Et donc, en fait, à partir du moment où on se dit que tout est langage, se pose véritablement cette question. Alors, comment choisir un avocat ? Effectivement, vous allez me dire, il y a peut-être des solutions à mettre en place, notamment dans la formation des psychologues, qui pourraient travailler avec des avocats de l'enfant spécialement formés. Il y a plein de choses à faire. On a un vrai terreau de réflexion, mais il va falloir s'y mettre et réfléchir, parce que eux, ils en ont vraiment besoin. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Des avocats pour les enfants. Nous, on peut les auditionner dans nos commissariats, ça y va vite. On sait y faire. C'est quoi ces histoires de formation et de machin et de trucs ? Ça ralentit les procédures. Nous, on est là pour aller vite. On a d'autres choses à faire que toutes ces procédures sur les violences intrafamiliales et les victimes d'enfants. Parce que souvent, les enfants, faut bien le dire, c'est plutôt des coupables que des innocents. Parce qu'il n'y a aucun enfant innocent. Ça, on le sait. Et c'est bien acquis, c'est bien ancré. Donc la parole de l'enfant, de toute façon les enfants ça ment, ça sait rien, ça comprend rien et ça répète ce que disent les adultes. Alors autant auditionner directement les adultes, parce que moi les adultes je peux, vous voyez, j'ai moyen de les faire parler, j'ai moyen, une petite garde à vue, une petite audition. Les mères hystériques, là, comme ça, on les convoque, NRL, non-représentation de l'enfant, allez au cachot, au trou, c'est bon, laissez par les enfants, placement. C'est bon. Alors, franchement, on n'a pas besoin d'avocat pour ça, on se débrouille très bien sans eux, à part nous embêter. Parce que, faut bien le dire, les avocats, gestion de conflit, en fait, moi, je crois qu'ils exacerbent le conflit, parce que ça leur fait des petits sous, Ah ça, ils engraissent, Bon, d'accord, les avocats d'enfants désignés par le bâtonnier, ils sont payés une misère. Mais de toute façon, ils lisent pas les dossiers et ils font pas le boulot. Alors, à part nous emmerder, il n'y a pas d'autre mot, j'ai envie de dire. Ça sert à rien. Et quand enfin on arrive à faire partie des faibles pourcentages où on va enfin devant un tribunal pour faire reconnaître les violences de l'enfant, les magistrats, souvent, refusent la constitution de partie civile des mineurs. Pourquoi ? Parce que conflit parental, on a des violences, on sait que c'est pas le cas, mais conflit parental, on veut pas de l'avocat d'enfant. Donc on va tout simplement dire, mais attendez, l'enfant il n'est pas victime, il n'a pas compris, Quand un enfant ça comprend pas quand on lui crie dessus, et puis c'est pas si grave. Plus important dans la vie, c'est d'avoir ses 2 parents, on est tous d'accord. Donc il y a un vrai préjugé là-dessus, un refus d'entendre de la part des magistrats qui est absolument terrible, et beaucoup d'avocats qui malheureusement, faut bien le dire, qui ne se battent pas et qui ne vont pas faire appliquer la loi, parce que tout ça c'est contraire à la loi.
D'abord, l'article 2 du code pénal, à partir que toute personne qui est victime d'un crime ou d'un délit peut se constituer partie civile. On a vu qu'un enfant, par l'article 16 du code civil, était bien une personne, puisqu'une personne, c'est dès le commencement de sa vie. Donc, ensuite, on a l'article 706-50 du code de procédure pénale qui nous dit que les représentants légaux, ou l'administrateur ad hoc, peuvent désigner un avocat. Et que lorsqu'aucun des représentants légaux de l'enfant n'assure la protection de celui-ci et dans son intérêt supérieur, on va nommer un administrateur ad hoc chargé de lui trouver un avocat. Donc, on trouve avec un refus des tribunaux parce qu'on nous dit « Oh !» On le met au milieu d'un conflit. Ben non, c'est juste une victime en fait. Il est victime d'un parent agresseur à qui on donne un blanc-seing pour agresser son enfant, puisqu'il n'est même pas reconnu dans son statut de victime, il n'est même pas entendu. Et alors, plus il est petit, moins on les entend. Parce qu'à la limite, quand ils commencent à être adolescents, c'est plus dur de les faire taire. Mais quand ils sont tout petits, le fait de croire en leurs paroles est déterminant pour le reste de leur vie. Ça, on l'a prouvé de manière médicale. En fait, c'est tout le problème. C'est qu'on a un véritable arsenal juridique. On a des lois, on a tout ce qu'il nous faut, mais on n'a pas la jurisprudence, on n'a pas les juges, on n'a pas les avocats, on n'a pas les experts, on n'a pas le personnel, on n'a pas les psys, on n'a pas les éducateurs, on n'a personne pour appliquer des lois qui existent, qui sont bien là, réelles. Et aucun intervenant de la chaîne judiciaire, ou presque, ne vient se battre pour l'intérêt supérieur des enfants. Pourquoi ? Parce qu'on protège le sacro-saint droit des parents. C'est pour ça que je vous parle depuis le début d'une véritable révolution. On est dans un changement de société. Changement qui doit être voulu et pour lequel on doit se battre. Se battre, ça veut dire qu'on doit tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre pour faire changer les mentalités. Vous avez 3 enfants par classe victimes d'inceste. Je ne vous parle pas de négligence, je ne vous parle pas des violences morales, et je ne vous parle pas des violences intrafamiliales, et je ne vous parle pas des violences physiques. Vous ajoutez tout ça, il y a combien d'enfants traumatisés par classe? Regardez les chiffres. Et il est temps qu'on laisse l'enfant avoir un avocat, qu'on laisse l'enfant être reconnu dans son statut de victime, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.